législatives du 22 novembre au Burkina Faso, le parti MPP du président Kaboré obtient 56 sièges selon les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Le retour de l'état d'urgence au Mali inquiète les médias. Les professionnels du domaine craignent une restriction de la liberté de la presse. Et puis en République démocratique du Congo, le camp de Kabila continue de se déchirer avec la naissance de plusieurs courants. Ils exigent un changement à la tête du FCC. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Burkina Faso, les résultats officiels et définitifs de l'élection législative du 22 novembre ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP du président Roch-Marc Christian Kaboré arrive en tête avec 56 sièges de députés à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle au Burkina Faso obtient une avance confortable à l'Assemblée nationale selon les résultats définitifs donnés par le Conseil constitutionnel. Le mouvement du peuple pour le progrès de Roch-Marc Christian Kaboré remporte 56 sièges. Le Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, un parti membre de l'Alliance pour la majorité présidentielle, est l'un des grands gagnants de ces législatives avec 13 sièges. Tout comme à la présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, d'Edi Komoigo arrive deuxième et récupère la casquette du chef de file de l'opposition avec ses 20 députés. En ce qui concerne le parti, l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré, il passe de 33 députés en 2015 à 12 sièges à l'issue de ces élections. De son côté, le Parti pour la Renaissance nationale, PRN, de Laurent Badot n'a obtenu aucun siège. En 2015, ce parti avait 2 députés et son alliance avec le MPP lui avait valu un portefeuille ministériel. Au total, sur les 126 partis, formations politiques et regroupements d'indépendants, seulement 15 ont pu obtenir au moins un siège de député selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel. En Côte d'Ivoire, le numéro 2 du principal parti d'opposition a été évacué à Paris ce dimanche pour raison médicale. C'est ce qu'a déclaré le directeur administratif du PDCI, Djedi Ngoran, précisant que sa vie n'était pas en danger. Maurice Kakogi-Karoué, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition, a été évacué vers Paris dans la nuit de samedi à dimanche pour raison médicale, mais sa vie n'est pas en danger. L'information a été confirmée par son conseiller en communication Guy Tressia. Selon lui, il s'agit d'une évacuation d'urgence pour des soins intensifs. Une source proche de la présidence ivoirienne a confirmé l'évacuation vers Paris du secrétaire exécutif du PDCI pour un contrôle en raison de ses problèmes cardiaques pris en charge par la présidence. Ancien ministre de la Santé dans les années 1990, Maurice Kakogi-Karoué est le bras droit de l'ex-président Henri Konan Bédié, chef du PDCI et leader de l'opposition ivoirienne. Poursuivi par la justice ivoirienne pour complot contre l'autorité de l'État et emprisonné depuis début novembre après la tentative de l'opposition de proclamer un régime de transition à la suite de l'élection présidentielle, Maurice Kakogi-Karoué avait été transféré le 11 décembre dernier dans un hôpital d'Abidjan après un malaise cardiaque. Ce transfert médical intervient alors que le Premier ministre Ahmed Bakayoko ouvre ce lundi matin le bal des discussions avec les partis d'opposition et la société civile en vue de la préparation des législatives prévues pour le premier trimestre de l'an prochain. Ces rencontres font suite à la première prise de contact il y a plus d'un mois entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui conteste toujours la réélection du président à un 3e mandat au mois d'octobre dernier. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, le camp de Joseph Kabila continue de se déchirer depuis la chute de Jeanne Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale. Ceux qui ont décidé de ne pas quitter la barque FCC exigent un changement à la tête de la coalition.
Alors que Joseph Kabila est en visite dans le Grand Katanga ce lundi, ses partisans s'entre-déchirent à Kinshasa. FCC rénovateur, FCC progressiste, FCC républicain, FCC Renaissance, au sein de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, sont nés plusieurs courants. Initiateur de l'aile progressiste, le ministre de la Solidarité et des Actions humanitaires, Steve Mbikaï Mabuluki, a amorcé ce week-end des pourparlers entre ces différents courants. Il a d'abord rencontré Agé Matembo, ministre de l'Aménagement du territoire, dont le parti ANADEC s'est déjà prononcé pour la défenestration de toute l'équipe dirigeante. Selon Steve Mbikaï, ces tractations entre les responsables de tous les courants devront déboucher sur la formation d'une nouvelle coordination avec un nouveau coordinateur du Front commun pour le Congo, FCC. Cela en remplacement de Néhémie Mouilaya, un très proche de Joseph Kabila. Cette équipe est accusée d'avoir échoué sur plusieurs plans, échec à l'élection présidentielle, mise en minorité du bureau de l'Assemblée nationale, pourtant majoritaire FCC, nombreuses frustrations dans les rangs des militants. De son côté, l'ancien ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, estime lui que l'échec du FCC doit être endossé par tout le monde. En Centrafrique, à une semaine des élections présidentielles et législatives, la coalition de l'opposition démocratique a exigé le report du scrutin. Elle justifie sa demande par la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et qui s'accentue par les accusations de tentative de coup d'État portées contre l'ancien président François Bozizé. La coalition de l'opposition démocratique regroupe les plus importants partis du mouvement de l'opposition au président Faustin Archange Touadéra, grand favori de ce scrutin pour un second mandat. Cette coalition exige dans un communiqué publié ce dimanche le report des élections présidentielles et législatives du 27 décembre prochain. Le texte évoque notamment la situation sécuritaire dans le pays, la remise en cause de la paix et la convocation sans délai des forces vives de la nation. En meeting électoral samedi à Bangui, le président Faustin Archange Touadéra a déclaré que l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle ont assuré que les élections vont se tenir dans les temps. Le gouvernement a accusé François Bozizé, le président renversé par un putsch en 2013, de tenter de coup d'État avec une intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui. La veille, 3 des principaux groupes armés qui occupent plus des 2/3 de la Centrafrique avaient annoncé leur fusion et avaient fait mouvement ou s'étaient emparés de quelques villes sur les principaux axes de ravitaillement de Bangui. François Bozizé était le principal rival de l'actuel chef d'État pour la présidentielle avant que la Cour constitutionnelle n'invalide sa candidature début décembre. La mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, avec plus de 11 000 casques bleus présents sur le territoire, avait indiqué samedi soir que la situation n'avait pas évolué sur le terrain. Toujours en Centrafrique, le G5+, un groupe d'États et d'institutions internationales partenaires du pays ont appelé l'ex-chef de l'État François Bozizé et certains groupes armés qui mènent une offensive en Centrafrique visant à perturber les élections présidentielles et législatives du 27 décembre à déposer les armes. Ils ont lancé cet appel dans un communiqué diffusé dimanche. La France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale ont fermement condamné la recrudescence des violences et des exactions dans plusieurs localités de la Centrafrique à la veille des élections. Le G5+ demande l'arrêt immédiat et sans condition des offensives coordonnées en cours par des bandes armées et met en garde les auteurs de ces actes qui entravent sérieusement le déroulement normal du processus électoral, rappelant que leur responsabilité individuelle est engagée. 2 jours après le début d'une offensive des groupes armés, les tensions sont vives en Centrafrique où le gouvernement a accusé mercredi dernier François Bozizé, exclu du scrutin par la Cour constitutionnelle, de préparer un plan de déstabilisation du pays, tandis que l'opposition craint des fraudes massives aux élections. Le G5+ considère que les élections doivent se tenir le 27 décembre prochain dans le respect des délais constitutionnels et condamne toutes les manœuvres et tentatives d'engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation de la Constitution centrafricaine, ont ajouté les signataires.
Il a par ailleurs, dans le communiqué, réitéré son engagement à accompagner le processus électoral, notamment la campagne électorale en cours, et reste pleinement mobilisé aux côtés de celles et de ceux qui s'inscrivent dans l'état de droit pour la tenue d'élections présidentielles et législatives apaisées. La Centrafrique a été ravagée par la guerre civile après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Seleka, a renversé le régime de François Bozizé en 2013. Les affrontements entre Seleka et milices chrétiennes et animistes anti-Balaka avaient fait des milliers de morts. Autre information au Mali, les professionnels des médias du pays s'inquiètent des menaces que fait peser, selon eux, sur la liberté de la presse, la restauration de l'état d'urgence annoncé vendredi dernier dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont fait part de leur inquiétude ce dimanche lors d'une conférence de presse. Le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement au mois d'août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué par le Conseil national de transition. Un texte qui affirme que les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, des réseaux sociaux, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales, ce qui est inacceptable pour les journalistes. Nous ne sommes ni appelés, ni invités, ni informés. Et à travers les réseaux sociaux, on apprend des choses qui procèdent à des restrictions de liberté. Cela est inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis rapidement. Donc nous pensons que vraiment, si c'est une erreur, d'accord. Si c'est un communiqué classique qui est sorti, on peut comprendre. Mais nous pensons que, au nom de la lutte contre la maladie à coronavirus, nous n'allons jamais accepter de qui que ce soit la remise en cause des libertés essentielles, notamment la liberté de la presse. Ce dimanche, le ministère de l'administration territoriale s'est défendu de toute visée liberticide de la part des autorités de la transition qui, selon un communiqué, n'ont fait que répéter les instructions déjà établies lors des précédents états d'urgence. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus.